Dans la grande interview, accrochez-vous, procès anti-IA au menu. Je reçois Abel Quentin, auteur de Sanctuaire, paru aux éditions de l'Observatoire. On peut parler d'un procès, enfin, je ne sais pas, on peut parler, c'est écrit, c'est un procès impartial et animé de colère contre l'intelligence artificielle. Mais alors, oh là là, qu'est-ce que c'est bien argumenté, qu'est-ce que c'est bien raconté. Abel Quentin, merci beaucoup pour cette lecture que Bonjour. vous m'offrez. D'abord, ma première question, c'est, il y a eu une urgence pour vous d'écrire sur ce sujet. Vous n'êtes pas un auteur connu en particulier pour vous intéresser au sujet de l'intelligence artificielle en particulier, ni même du numérique globalement. À vrai dire, le numérique et les périls numériques étaient présents dans tous mes romans depuis le premier Sœurs, puisque c'était l'histoire d'une radicalisation djihadiste qui se faisait sur les réseaux, que mon deuxième livre était l'histoire d'une chasse aux sorcières numériques, et mon dernier parlait d'impasse de la croissance et de... C'est vrai. En fait, ça y est, mais ce n'était pas le sujet central, alors que là, on est vraiment à 100% sur une technologie. Oui. Et vous précisez, ce n'est pas juste l'IA, hein. Vous parlez bien de l'IA générative. Ça, j'ai apprécié que ce soit aussi précis. Oui, parce que, bien sûr, qu'il y a une intelligence artificielle qui peut être au service de l'homme, mais je ne crois pas que ce soit le cas de l'IA générative bâtie sur les grands modèles de langage, c'est-à-dire l'IA grand public. Mon propos est de dire que si elle a évidemment des avantages à très court terme, elle propose un confort à ses usagers, la question de savoir et de ce que ça va détruire. Et est-ce que ça va détruire plus que ça va construire, ça c'est ma conviction, et c'est ce que j'explique au lecteur. Oui, d'ailleurs vous dites à propos de ce que ça va détruire, vous parlez de pertes qui sont non négociables. Oui, en réalité, le problème, c'est que ce que ça apporte, on peut le quantifier. Ce que ça détruit, c'est parfois plus difficile à quantifier. Quand on parle d'appauvrissement de l'art, quand on parle de dette cognitive, quand il est question aussi d'une perte de la convivialité, d'un péril sur la relation humaine, c'est moins quantifiable. Et donc, c'est moins visible, et donc on en parle moins, et on a le sentiment que c'est un compagnon à notre service qui est bénin, inoffensif, et c'est tout le contraire. Première victime, vous dites le cerveau humain. Le cerveau humain, pour le coup, ça c'est... quand même déjà un petit peu sourcé. Je m'appuie sur des études scientifiques, celles du MIT Lab notamment aux États-Unis, qui ont quelques mois, et ce laboratoire a produit notamment 2 études que je cite, et une qui parle d'atrophie cognitive, de baisse de la connectivité cérébrale, qui est le résultat de recherches. Ils ont équipé de capteurs des étudiants, leur demandant de travailler pour un groupe avec l'IA générative et pour un groupe sans l'IA générative, et les conclusions sont absolument alarmante. Oui. Alors, je disais que c'est un procès, c'est comme ça que vous présentez le cœur de l'ouvrage. C'est un procès, donc il y a quand même la parole à la défense, qui est incarnée par un Michel Suppert. J'ai failli dire Didier. C'est un hommage à Didier Suppert ou pas ? Disons que Didier Suppert était déjà pris, donc j'avais l'idée de... Le nom de famille, je l'avais. Vous êtes fan de Didier Suppert ? J'aime bien le ton, moi aussi, évidemment, satirique, drôle, absurde, voilà, c'est génial. On est d'accord. Bon, donc j'ai apprécié. Mais alors le pauvre, dis donc, il n'est pas gâté quand même dans votre livre, là, le Michel Suppert, parce que en fait, vous vous en prenez pas seulement à l'intelligence artificielle générative, vous en prenez à tous ceux qui portent la voix de cette technologie. Donc ça passe par les big tech, par les milliardaires derrière ces grands modèles de langage. Ça passe aussi par tous les experts de l'intelligence artificielle. Alors oui, les techno-BA évidemment, mais pas seulement. Enfin vraiment, vous ne donnez sa chance à aucune défense. Oui, c'est un réquisitoire, on va dire. Impartial, c'est assumé. Non, je le dis dès le début, ça va pas être un procès avec beaucoup de contradictoires, comme on dit chez les avocats. J'assume ce ton-là. Et précisément, je reproche à la parole expertale de ne pas assumer de parler d'un endroit qui est subjectif, qui est idéologisé. Vous entendez, on entend à longueur de temps sur les plateaux télé, sur les ondes, des gens qui se présentent comme des experts. Seulement, très vite, ils passent de la description à la prescription. Et donc, il y a une parole qui est embarquée. Et moi, en tout cas, je suis honnête vis-à-vis de mon lecteur. Il lit un pamphlet, et le pamphlet d'un auteur en colère. Alors, moi, ça m'a un petit peu contrarié, simplement parce que vous attaquez Yann LeCun en disant que c'est un des pères de l'IA générative, c'est un des pères du machine learning, du deep learning. En revanche, sur l'IA générative, il est très critique, Yann LeCun.
Il considère que c'est une technologie qui n'a pas d'issue et qu'il faut aller chercher justement d'autres branches de l'intelligence artificielle pour progresser. En ce sens-là, il est critique, c'est-à-dire qu'il propose de passer dans une nouvelle révolution de l'IA plus ambitieuse d'IA en modèle monde, mais il n'est pas critique sur les conséquences civilisationnelles de l'IA générative. Je cite par exemple une matinale de France Inter où Yann Lepien s'exprime, et ce que je décris, c'est précisément une pensée qui ne s'intéresse pas aux conséquences ultimes de ces technologies sur l'homme. Oui. Alors, j'étais la semaine dernière sur un événement, les Assises du numérique, où il y avait plein d'experts, mais pas que. Il y avait aussi Monsieur Raffarin, ancien Premier ministre, qui est passé par là. Et alors, il disait, attention, il ne faut pas faire de l'intelligence artificielle l'ennemi public numéro 1, parce que c'est un peu trop facile. Ça va être la faute à l'IA si on a un problème de chômage, d'emploi. La faute à l'IA si ceci, cela. Or, les politiques ont un mot à dire. Je pense que les politiques ont précisément un mot à dire et ils ne le font pas parce que c'est quand même plutôt un impensé, alors même qu'il y a une très très grande défiance qui est masquée par une adoption massive. Si vous voulez. Il y a une adoption massive, mais c'est une adoption répulsion. Et ça, c'est, je dirais, sans équivalent, en tout cas à cette échelle-là dans l'histoire des technologies, et que cette défiance-là de gens qui l'utilisent en considérant qu'ils sont contraints de l'utiliser, mais qui disent eux-mêmes, je cite des enquêtes d'opinion sur la jeunesse américaine, sur la jeunesse française, des gens qui disent « nous sommes conscients que ça va détériorer nos conditions de vie à long terme ». Et ça doit trouver une réponse politique si on estime que le peuple a le droit de s'inquiéter légitimement, sans être caricaturé comme étant des réfractaires il faut que idiots. Le politique s'empare de ce sujet, ça, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est aussi ce procès en responsabilité. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on aborde souvent, nous, dans Smart Tech, mais c'est cette absence complète de responsabilité, en fait, des personnes qui ont mis entre les mains de tout le monde ces outils d'IA générative. Et c'est drôle parce que vous peignez Sam Altman comme un homme-enfant, quand il a cette façon de répondre un peu naïvement aux questions qu'on lui pose sur l'impact de ces outils. Ce que je dis dans le texte n'est pas Oppenheimer qui veut. C'est-à-dire que il y a eu et il y a encore aujourd'hui des scientifiques, des ingénieurs, des chefs d'entreprise qui estiment que ce qu'ils font les engage et qui ne peuvent pas... si vous voulez, se laver les mains des conséquences de ce qu'ils font. Or, lorsque vous écoutez, je cite un certain nombre de verbatim de Sam Altman, c'est le vide intersidéral. Quand une intervieweuse, par exemple, lui demande ce qu'il pense des millions d'emplois dans le tertiaire qui sont menacés, eh bien, il a cette phrase « Je suis curieux de voir ce que ça va donner ». Comme un enfant qui regarderait des fourmis en train de se débattre. Alors, un peu tardivement, il y a 3 semaines, j'ai vu qu'il avait expliqué qu'il fallait faire un programme politique pour préparer une société sans travail, mais ça n'est pas... si vous voulez, ça n'est pas la conséquence d'un souci de l'intérêt général, c'est simplement une industrie qui sait qu'elle peut être menacée. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai entendu Alex Karp, l'actuel PDG de Palantir, il y a 2 semaines, dire qu'il craignait une nationalisation, il craignait que les gens sortent les fourches, c'est ces mots-là. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle, bien tardivement, ces industries-là se penchent un peu sur notre pauvre sort de nous, humains. Oui, vous parlez de la peur de la décélération de toutes ces entreprises. Ça les effraie complètement. C'est ça le moteur, en fait, selon vous. Le moteur, c'est le business. Alors, là, vous faites référence aux réflexions de Peter Thiel, en effet, qui, lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que ce qui est le moteur profond de sa pensée, c'est une espèce de peur panique de la stagnation. Oui. Et donc, c'est finalement une sorte de célébration de la vitesse sans but, ce que le philosophe Jacques Ellul appelait un chemin sans étoile. Il faut avancer parce qu'il faut avancer. Lorsqu'on lui explique que tout ça n'est pas forcément souhaitable pour l'humanité, eh bien, il botte en touche, il faut avancer, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, moi, évidemment, ça ne me satisfait pas, et je crois qu'on est à un moment de l'histoire où on ne pourra pas s'en tenir là, à on n'a pas le choix, qui est une forme de nihilisme, en réalité. Oui, on n'a pas le choix, c'est comme ça, tous ces termes, en fait, qui font qu'on se sent un peu
pris au piège. Vous avez cité Jacques Ellul, c'est un hommage à Jacques Ellul aussi, ce livre. Hein. Il est vraiment partout. Il n'a jamais été autant d'actualité, j'ai l'impression. On m'en parle de plus en plus. C'est pas le seul. Hein. Il y a un certain nombre de penseurs qui, il y a 70 ans, ont mis le doigt sur ce nihilisme dont je parlais, sur ce chemin sans étoile, sur cette aphrodisiaque de la croissance, en exprimant en montrant que c'était une forme d'autoritarisme, que ça dépossédait aussi les peuples de leur propre destin. Et ils étaient très marginalisés à l'époque, ils ont été moqués. Et puis, alors Jacques Ellul, il est mort en 94, peu après Internet, et des années après sa mort, sa pensée n'a jamais été aussi actuelle et pertinente, me semble-t-il. Sur ces patrons de la tech, on entend quand même des discours d'inquiétude, je dirais même apocalyptiques. Hein. C'est-à-dire que certains, qui pourtant fabriquent ces grands modèles de langage, hein, sont derrière une économie galopante pour que ces IA génératives soient vraiment généralisées, nous disent en même temps, attention, ça risque d'être la fin du monde. Alors oui, c'est vrai que je questionne la sincérité de ses propos. Peut-être que quand c'est le patron d'Anthropic, Dario Amodei... Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. Non, en fait, ils ont conscience du danger. Non, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de... C'est peut-être aussi une stratégie de dissimulation et d'évitement. Parce que lorsque Sam Altman dit que ça, ou Elon Musk, que ça risque de détruire l'humanité, il ne parle pas en réalité de l'IA générative. Il parle de la fameuse super intelligence artificielle qui serait une sorte de dieu et qui est encore à venir. Et finalement, ces discours très sensationnalistes prennent beaucoup de place dans l'espace public et empêchent qu'on parle des dégâts qui sont à l'œuvre, de cette IA moins spectaculaire qui est ce compagnon apparemment inoffensif qui est dans notre poche et qui finalement lui serait presque respectabilisé par le Terminator que serait l'IA générative, l'IA générale. Et donc, je me pose la question de la sincérité de ces propos-là, qui sont en effet complètement contradictoires. Dans le livre, vous faites plus que vous posez la question de la sincérité. Oui, non, je la remets en cause très franchement. Vous émettez 3 hypothèses, ignominie, business. Non, le seul que je sauve, c'est le patron du débat. Voilà, c'est le patron d'Anthropic, parce que lui, à la fois, montre bien qu'il y a un risque de peut-être destruction de l'humanité qui serait liée à cette super intelligence artificielle, mais tout en disant ça, il ajoute que celle qui est déjà là, c'est-à-dire ChatGPT et consorts, c'est déjà en soi... Et Claude aussi. Et Claude. C'est la sienne. Et la sienne, Claude, sont en soi... représente un péril, un risque de régression civilisationnelle qui est peut-être moins spectaculaire. Il ne s'agit pas de destruction de l'humanité, il s'agit de l'avilissement de l'humanité. Et c'est tout aussi grave d'une certaine façon. Alors, vous parlez de l'école du futur aussi. Ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait justement de cette IA générative à l'école ? On l'utilise, on l'utilise pas ? Qu'est-ce que ça... Si on dit à nos enfants, regardez pas hein, ce truc, c'est mal, parce que vous placez aussi le débat sur ce registre de la morale, c'est bien, c'est mal. On les laisse au banc de la société, et de toute façon, ils s'en emparent de ces outils. Donc, comment vous résolvez ce problème de l'école du futur ? Alors, qui ne doit pas se laisser embarquer dans l'IA générative, mais qui doit quand même le prendre en compte. Pour moi, l'école, elle doit être un sanctuaire, mais être un sanctuaire, ça ne veut pas dire être en dehors de la société. C'est-à-dire un sanctuaire, elle doit changer. Elle doit changer, par exemple, je pense qu'on devrait... si on était à la hauteur des enjeux, assister peut-être à un âge d'or de la philosophie à l'école, c'est-à-dire en mettre plus. Pas juste une année à la fin. Plus que jamais, pas seulement une année, peut-être faire de la philosophie dès le collège, parce que plus que jamais, la pensée critique va être essentielle. Mais je ne crois pas que être une école en prise avec son temps, ça veut dire laisser ouvert grand les portes à l'IA générative. D'ailleurs, sur, par exemple, le numérique, il a été prouvé par un certain nombre d'enquêtes PISA que ça n'était pas les écoles qui apprenaient le numérique qui formaient le mieux les étudiants à utiliser le numérique. Donc ça, c'est une espèce de poncif qu'on nous explique pour mettre des tablettes de partout. On voit des pays comme le Danemark qui reviennent là-dessus. Je ne pense pas que ce soit des pays suicidaires, c'est des pays tout simplement qui tirent les conclusions d'une décérébration générale liée au tout numérique à l'école. Sur ce sujet, il y a quand même un point, je trouve, ça se termine un peu de manière un peu positive, j'ai envie de dire, puisque vous présentez l'Europe comme une solution. Vous dites que l'Europe, ça pourrait devenir le sanctuaire du monde.
Si vous voulez, on a un moment où l'Europe a beaucoup honte d'elle-même. Il est question toujours de rattraper notre retard par rapport aux Américains et aux Chinois. Et moi, ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est que rattraper un retard, ça ne fait pas un projet de société. Et que l'Europe a tout intérêt à être fière d'être productrice de normes et ne pas rougir de ça. Parce que je crois que la modernité, dans ce moment historique que nous vivons, ça va être précisément de faire peut-être ce que notre civilisation n'a pas fait pour l'instant, c'est-à-dire reprendre le contrôle, c'est-à-dire choisir qu'est-ce que l'on veut de la technologie. Il y a une technologie, bien sûr, qui a une IA qui permet de guérir le cancer. Celle-ci, on décide d'investir dedans. Mais est-ce que on est obligé d'investir massivement dans une IA générative qui a des conséquences extrêmement néfastes, pas seulement sur le projet, sur le cerveau humain, mais aussi sur nos milieux de vie. On est en train de dévisser complètement des trajectoires fixées par les accords de Paris en 2015. C'est extrêmement grave. Et ce dévissage, c'est aussi une démobilisation générale. C'est-à-dire que les entreprises investissent massivement dans l'IA générative et sont en train de se recarboner. Et ça crée évidemment des conflits d'usage, parce que même en France, dans un pays où l'énergie est décarbonée, eh bien, cette énergie décarbonée qui va être mobilisée pour l'IA générative, eh bien, elle ne pourra pas être utilisée dans certains autres secteurs. Et donc ça, c'est gravissime. Et il faut, je crois, se ressaisir. Oui, sur l'environnement, vous acceptez qu'on vous oppose le fait qu'on peut trouver des solutions dans l'IA générative justement pour résoudre le problème climatique. Mais enfin, vous démontez tout ça. Je ne vais pas raconter tout le livre, on n'a pas le temps. Vous abordez aussi la question des inégalités sociales face à cette technologie, en disant que ça ne va pas permettre d'apporter le savoir à tout le monde, que ça c'est un leurre. Ouais, l'IA, c'est un amplificateur de tendances. Et une des tendances lourdes de la modernité, notamment depuis 15 ans, c'est une explosion des inégalités, notamment en Europe. Et donc, l'IA, la prolifération de l'IA va amplifier cette tendance. Il y a, parmi les nombreux poncifs que j'essaye d'attaquer, d'atomiser dans mon bouquin, il y a cette idée du grand égalisateur. Ça, c'est une formule du PDG de NVIDIA qui dit « The Great Equalizer ». Et à mon avis, c'est une vue de l'esprit complète. Je crois que, notamment, un monde professionnel dans lequel l'examen sera démonétisé, dans lequel le savoir sera démonétisé, va être un retour du capital culturel, de l'entre-soi, des privilégiés qui se reconnaissent entre eux, parce qu'il n'y aura pas d'autres critères pour distinguer quel sera un bon candidat. Et puis on désinvestit beaucoup des pans de la culture, de l'apprentissage aussi, c'est ce que vous expliquez. Je voulais qu'on termine avec une interview express. Donc ça veut dire qu'en 2 minutes, moi je vous pose des questions très binaires, mais vous avez le droit de répondre de manière un petit peu plus subtile, évidemment. Mais assez rapidement, si c'est possible. Abel Quentin, oui ou non, on peut dire non à l'IA générative, c'est-à-dire l'interdire? Déjà, on peut la boycotter. Moi, ce que je fais, on peut créer des digues. Et on peut décider, en effet, de l'interdire, en tout cas de la rationner. C'est-à-dire d'estimer qu'elle ne doit pas proliférer dans nos vies. La rationner drastiquement. Vous êtes pour ou contre une Europe qui régule encore davantage ce numérique? Je suis évidemment pour. Et vous pensez que c'est vrai ou faux que ça risque de pénaliser nos entreprises tech européennes? Vous savez, sur la croissance, moi je trouve qu'il y a un truc très intéressant qui est sorti il y a un mois. C'est le meilleur jeune économiste de France qui s'appelle Adrien Bilal, qui enseigne à Stanford et qui a expliqué que la crise climatique allait diviser le PIB mondial par 2 en 2100. Donc en réalité, être obsédé, je veux bien qu'on soit obsédé par la croissance, mais dans ce cas-là, il faut l'être réellement et regarder à long terme tout ce que ça va détruire. Moi, je pense qu'on va arriver dans une époque où il faudra des entreprises qui soient moins dans la performance à court terme que dans la robustesse. Et je ne suis pas sûr qu'une économie qui mette toutes ses billes dans cette technologie-là, qui aura vocation à un moment donné qui va se confronter au mur du réel, au mur géophysique du réel, eh bien, je ne suis pas sûr que ces entreprises soient robustes. L'idée, c'était, si on fait ça juste en Europe, on va encore plus, parce qu'on l'est déjà quand même, être des vassaux numériques du reste du monde. Vous n'êtes pas d'accord avec cette... Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, la question sur la souveraineté, elle se présente de façon très caricaturale. Soit on a des champions européens, soit on est des clochards à l'échelle mondiale. Eh bien, moi, je crois qu'il y a une autre souveraineté qui est de ne pas dépendre entièrement d'une technologie, sachant que ce retard, de toute façon, ne pourra pas être rattrapé. Cette souveraineté-là, qui est une souveraineté de non-usage, de non-dépendance, elle doit être mise dans le débat public.
Merci beaucoup Abel Quentin, j'ai pas eu le temps de vous poser toutes mes questions, mais en revanche j'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture de votre livre que j'encourage donc tous nos téléspectateurs à lire. Abel Quentin, auteur de Sanctuaire, paru aux éditions L'Observatoire. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Smart Tech. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions.